Je vais immédiatement donner la parole à Gérard Ducy. Mais avant, je vous explique quelque chose, parce que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas un meeting, parce qu'un meeting c'est quelque chose, bon, comment dirais-je, très immédiatement politique, mais ce n'est pas non plus un colloque, parce que nous ne sommes pas en train de faire des théories dans lesquelles on va expliquer comment nous voudrions l'Europe, si il faut ou il ne faut pas que les frontières soient fixes, si l'Europe arrive aux Urals, s'ils arrivent jusqu'au Rhin, quelle est la formation sociale que nous allons mettre. Ce que nous faisons, c'est autre chose, c'est une espèce, comment dirais-je, de relation, non seulement des intentions que nous avons et que nous sommes en train de mettre en route, mais aussi des effets réels, des trucs réels que nous allons créer pour récupérer notre place habituelle, que nous avons oubliée depuis un certain temps. Notre place habituelle dans les dernières décennies, pas dans les dernières décennies, mais pendant longtemps, c'était une place d'avant-garde, précéder les choses pour essayer aussi de leur donner un signe, une forme et des résultats. Après, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à suivre les choses et à se plaindre des choses. Donc, on a arrêté de se battre simplement pour se plaindre, pour pleurnicher, pour crier plus fort et pour se renfermer dans des ghettos individuels. Nous avons voulu et nous voulons renverser la donne, récupérer l'avant-garde, même pas d'un point de vue purement intellectuel, ni un point de vue purement militant, mais d'un point de vue complet. Donc, nous allons parler et de théorie, et de pratique. C'est presque une séance on peut peut-être presque l'appeler une séance de travail. Voilà, donc je vais passer déjà la parole à notre camarade Gérard Ducy. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Gabriel m'a rapidement présenté, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je veux en tout cas le remercier de m'avoir convié cet après-midi à cette demi-journée consacrée donc à une réflexion sur l'Europe. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, triste état des lieux, et qu'il faudrait effectivement changer de manière impérative, mais encore faudrait-il trouver des volontés pour cela. C'est vrai que l'Europe aujourd'hui, et je vais un peu m'attarder là-dessus au début, semble-t-il au bord du chaos, et l'idée européenne qui va avec, c'est le plus grave. L'idée européenne elle-même est un peu à bout de souffle. Cette idée européenne qui a permis, justement, après la Seconde Guerre mondiale, aux Européens de connaître enfin la paix, de vivre en paix, de commencer à s'apprécier, qui aujourd'hui donc semble, qu'ils le veuillent ou non, dans le même bateau, sont solidaires qu'ils le veuillent ou non les uns des autres, mais qui n'en ont pas encore véritablement tous conscience. Et cette idée européenne, donc, qui a eu son mérite et qui a été quand même, on peut le dire, couronnée d'un certain succès, a été aussi, il faut bien le dire, depuis quelques années, galvaudée, dénaturée même par l'économie libérale, par l'économie mondiale, par l'idéologie mondialiste qui s'est emparée de nos dirigeants européens, de quelque bord qu'ils soient, et qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient de la Commission européenne. Tous sont idéologiquement d'accord là-dessus, appartiennent au même horizon. Donc cette idée européenne, effectivement, aujourd'hui, est en grande difficulté. Pour la sauver, il faut effectivement essayer d'imaginer ce que devient le monde et montrer que cette idée européenne aujourd'hui, elle n'a plus sens au sens de réunir les Européens dans un marché, dans une relative fraternité, mais cette idée européenne, elle est en train de prendre l'allure, tout simplement, d'être une idéologie de la survie. Je n'hésite pas à utiliser ce mot parce que
le monde évoluant comme il évolue, les Européens vont se retrouver face à des problèmes de survie, et on peut mettre d'ailleurs survie au pluriel, hein, parce que c'est une question qui concerne tous les domaines. Une survie qui ne peut exister que si les Européens, tous ensemble, retrouvent une volonté de puissance. Et s'il y a donc un chemin, un nouveau chemin pour l'idée européenne, c'est celui-là. C'est celui de devenir une volonté de puissance. Je vais revenir là-dessus, mais dans les médias, comme je le disais tout à l'heure, au tout début, c'est une ambiance, un climat, un contexte particulièrement quand même préoccupant. Alors je sais bien que Nietzsche avait dit, et tout le monde connaît son aphorisme, hein, que l'Europe se fera au bord du tombeau. Le problème, c'est que de ce bord du tombeau, on s'en rapproche de plus en plus, et de plus en plus vite. D'abord, au plan de la démographie. Hein. Au plan démographique, on peut considérer que l'Europe a peut-être devant elle, si elle ne réagit pas, 30 à 50 ans, maximum. Hein. Après quoi, il sera trop tard, hein, pour sauver, anthropologiquement parlant, je dirais, l'Europe. Et les Européens n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Leurs dirigeants, je ne sais pas ce qu'ils doivent le savoir, mais ne font pas grand-chose pour éviter cela. Si bien que on peut être très pessimiste, hein, très pessimiste sur le devenir des États et des nations européennes. Et moi, je suis de ceux qui pensent que malheureusement, nos pays ressembleront de plus en plus dans l'avenir à des sortes de petits Brésil. On aura plusieurs petits Brésil en Europe. Il y en a un qui parlera italien, l'autre parlera français, l'autre parlera allemand. Mais les spécificités nationales se seront largement érodées, sinon disparues. Donc, il y a aujourd'hui une léthargie générale qui fait que même parler de renouveau peut paraître quelque peu saugrenu. Cette volonté de puissance dont les Européens ont besoin et qui soit une volonté commune, hein, passe donc par deux chemins en quelque sorte. Un chemin d'abord intellectuel et un chemin, je dirais, pratique ensuite. Le cheminement intellectuel, c'est la prise de conscience. C'est la nécessité de comprendre que pour être et demeurer dans l'histoire, pour demeurer dans ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, qui est déjà en place, hein, un monde à la fois synchrone et connexe, les Européens n'ont qu'une solution, c'est de se regrouper, de se réunir. Et il n'y a pas de salut pour eux en dehors d'une puissance continentale. Sous la forme, moi je préconise d'un État, d'autres ont d'autres solutions, mais qui me paraissent assez dérisoires quand on connaît l'histoire, vraiment de façon approfondie. Donc le premier chemin, il est là. C'est le chemin intellectuel, l'effort intellectuel à faire, se remettre complètement en présence le monde tel qu'il est aujourd'hui, et non pas le monde tel qu'il a été hier. Là, au contraire, il faut arrêter de regarder tout le temps dans le rétroviseur quand on parle politique. Le deuxième aspect de cette volonté de puissance, c'est l'aspect pratique, la praxis. Cette volonté de puissance est celle aussi de vouloir déclencher un processus de convergence en Europe, un processus de convergence de toutes les forces qui sont susceptibles de faire changer justement le contexte. Car tout contexte historique est le résultat d'une interaction de forces, d'une interaction de stratégie menée par des acteurs différents. Eh bien, pour changer les choses, si on ne veut pas être dans un contexte qu'on subit, il faut avoir le courage de changer ce contexte
et pour cela donc de réunir un nombre de forces suffisantes pour y arriver. Donc, ce que j'appellerais aujourd'hui, moi, l'européisme, pour renouveler l'idée européenne, hein, cet européisme, c'est une prise de conscience selon laquelle la reconquête de l'Union européenne est la seule solution pour sauver les identités et les intérêts des Européens. Et le second axe, ou le second élément, c'est celui donc de se mettre au travail pour rassembler les dernières forces vives de l'Europe, pour faire de cette Europe une Europe sauvegarde, hein, une Europe qui défende les peuples européens et qui permette aussi, on peut le dire, de réinventer l'Europe des esprits libres, hein, parce que véritablement nous sommes par trop submergés depuis un certain nombre d'années par les idéologies, les métaphysiques, les moralismes de tous bords. Et ce sont ces deux points que je vais un petit peu développer devant vous maintenant. Ma première idée, donc la première idée que je défends, c'est que aujourd'hui, pour être et durer dans le changement mondial, hein, il faut tout simplement changer l'Union européenne. Il ne faut pas chercher à la détruire, il ne faut pas l'abandonner, hein, il faut chercher à la changer. La changer dans quel sens? Dans celui d'une Europe politique, dans celui d'un État européen. Un État européen qui ne peut être évidemment que fédéral, hein, étant donné la diversité des Européens, multinational et régional. C'est une nécessité historique. C'est une nécessité historique parce que le monde a changé et l'histoire du monde a évolué. Elle est passée dans un nouveau cycle. Nous, en tant que nationaux, nous assistons à la fin du cycle des États-nations. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est la fin des États-nations européens. Ils sont devenus des puissances beaucoup trop faibles aujourd'hui à l'échelle mondiale. Ce cycle qui avait commencé en 1648 avec les traités de Westphalie, qui a suivi le cycle prémoderne des empires, et qui est aujourd'hui, donc, on y est déjà entré dedans, remplacé par le cycle des hégémonies. Les hégémonies qui sont celles des grands États, mais qui ne sont pas seulement de grands États territoriaux. Le territoire, ça compte, bien entendu, mais l'empire ne se suffit pas à lui-même aujourd'hui. Ce sont des acteurs qui, en plus, ont des positions privilégiées dans les grandes sphères de la mondialité, c'est-à-dire dans la sphère économico-financière, dans la sphère médiatique, dans la sphère symbolique. Et ce sont des acteurs qui sont susceptibles d'imposer progressivement leur vision du monde. Il est évident que le jour où la Chine, après avoir été la première puissance économique mondiale, deviendra la première puissance politique mondiale, il est évident que, naturellement, elle cherchera à imposer sa vue, sa vision du monde, le monde confucéen entre autres, hein, à l'ensemble des autres. Et puis, c'est même pas une volonté, c'est mécanique en quelque sorte. Quand on regarde déjà l'histoire de l'Europe, on sait très bien que toutes les grandes puissances européennes, à tour de rôle, ont plus ou moins imposé leur manière de voir à l'ensemble des autres États européens. Donc là, nous sommes véritablement dans un nouveau défi, et un défi qu'aucun État européen n'est incapable tout seul de relever. C'est pourquoi donc l'Europe politique va devenir de plus que jamais une nécessité. Comme l'avait écrit il y a quelques années Michel Poniatowski, et son livre était tout à fait juste, son titre, c'est « L'Europe ou la mort ». Bon, ce ne sera pas la mort violente, forcément, hein, mais ce sera l'effacement progressif, la dilution. Et évidemment aussi la soumission à des influences qui seront des influences économiques, politiques, religieuses, etc. L'Europe a besoin en même temps d'un grand régulateur, un État qui soit capable de réguler l'ensemble des activités humaines.
On pourrait dire par exemple que certaines formes d'hégémonie sont en régression, comme par exemple l'hégémonie américaine aujourd'hui. Mais il ne faut pas trop s'y tromper. Hein. C'est pas parce qu'un président a décidé de se replier momentanément que la politique à long terme des États-Unis va changer. Hein. Elle a été inaugurée par Theodore Roosevelt à la fin du 19e siècle et elle reprendra le même chemin tôt ou tard. Quant à la Chine, qui est l'autre grand concurrent, l'autre grand postulant à l'hégémonie mondiale, tout le monde sait qu'aujourd'hui, elle n'est qu'au démarrage de sa puissance. Il faut bien comprendre que la Chine d'aujourd'hui, qui est pourtant arrivée là déjà où elle est, c'est une Chine qui représente en gros la modernisation de 300 à 400 millions de Chinois, guère plus. Et ils sont 3 ou 4 fois plus nombreux. Donc vous pouvez imaginer la puissance qu'elle va représenter d'ici quelques années. Les Chinois en sont parfaitement conscients. C'est bien pour ça, par exemple, qu'ils ont lancé leur plan 2049, qui est un plan de modernisation à tout crin pour justement le centenaire de la révolution chinoise. Et puis, bien entendu, nous sommes à la merci de tous les autres acteurs mondiaux, notamment tous les grands acteurs aujourd'hui financiers, bancaires, etc. D'autant plus que les pays européens, pour la plupart, sont extrêmement mal gérés, comme vous le savez, sont endettés, ne sont pas capables de se réguler eux-mêmes, et ils se mettent ainsi à la merci de toute la sphère financière mondiale. Donc, dans ces conditions, il y a de quoi sourire quand on entend parler de souveraineté au niveau de nos nations. Hein. Il faut bien comprendre que la souveraineté, c'est un artifice juridique fait pour rendre les relations diplomatiques plus commodes, plus faciles, hein, mais concrètement, ça n'est rien s'il n'y a pas la puissance derrière. Donc, ce n'est pas un problème de souveraineté qui se pose à nous aujourd'hui, c'est un problème de puissance. Et la souveraineté, nous la récupérerons que grâce à la puissance européenne. Donc, c'est, à mon sens, la première démarche intellectuelle qui s'impose à ceux qui, aujourd'hui, ont encore à l'esprit de sauver l'idée européenne et, pourquoi pas, de voir l'Europe exister un jour. Pour essayer de mener à terme ce projet, eh bien, il faut essayer de faire converger, comme je disais au début, toutes les forces en Europe qui sont plus ou moins favorables à l'idée européenne. La pire erreur, c'est la dispersion. La pire erreur, c'est le nationalisme. Pourquoi ? Parce que, on le voit très bien, ça conduit à l'impuissance, voire même au réveil de certaines querelles européennes. Et ça, vraiment, on n'en a pas besoin. Hein. On n'a pas besoin qu'il y ait partout en Europe la répétition de ce qui se passe aujourd'hui entre Ukrainiens et Russes. Donc, il faut essayer au contraire de rassembler, de réunir, de passer de la pure protestation à la revendication et à la proposition. Si on veut être une force crédible en politique, il faut avoir des programmes, il faut avoir des projets qui permettent de résoudre les grands problèmes qui se posent. Exactement le contraire de tous les populismes. D'ailleurs, les dernières élections en France et ailleurs montrent bien que les électeurs, quoi qu'on ait pu dire, et bien qu'ils ne soient pas forcément des amoureux assidus de l'Union européenne, ont bien compris qu'il y avait la nécessité d'une solidarité entre Européens. Et c'est pas en leur proposant de mettre des frontières à l'intérieur même de l'Europe qu'on va arriver à des majorités politiques. C'est véritablement une vision complètement dérisoire, complètement dépassée. Il faut donc arriver à créer la confiance, et
présenter un projet cohérent sur l'Europe, rassembler donc toutes les forces qui vont dans ce sens-là. Je le dis, c'est pas facile à faire, j'en conviens. C'est pas une évidence. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à féliciter Gabriele de s'être lancé dans cette énorme entreprise. Il y a de quoi être donc très pessimiste aujourd'hui. Mais il faut se dire aussi que l'histoire n'a pas de sens obligatoire. L'histoire n'est qu'une succession de contextes. Et comme je le disais au début, un contexte, ce n'est rien d'autre que le résultat de l'interaction d'un certain nombre de forces et de stratégies. Donc, il faut aller dans le sens du rassemblement de ces forces avec l'espoir que des possibilités, des ouvertures s'ouvriront. Il faut attendre la fortuna. La fortuna peut-être se présentera, mais elle se présentera qu'à ceux qui se seront préparés à la saisir. Il faut bien le voir, ça aussi. Parce que le nouveau contexte dans lequel nous sommes, ressemble quand même beaucoup à un contexte de crise. Sans doute qu'on va avoir dans les prochains mois, les 2 prochaines années, aux prochains mois sans doute, une nouvelle crise migratoire, avec l'amoncellement des personnes de l'autre côté de la Méditerranée et qui n'attendent que le coup de sifflet pour essayer de traverser. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Donc cette crise migratoire se redessine à l'horizon. Des crises économiques, financières pourraient très bien aussi se produire. Personnellement, j'attends de voir en France ce que va faire le nouveau président. Car le pays, économiquement et financièrement, est, comme tout le monde le sait, en grande difficulté. Comment va-t-il faire pour résoudre nos déficits, que ce soit les déficits publics, que ce soit les déficits à la sécurité sociale, et que ce soit celui que l'on oublie trop souvent, mais qui pourtant est essentiel, qui est le déficit du commerce extérieur. Comment va-t-il faire? On va voir. Et s'il veut y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Je suis de ceux, moi, qui pensent que la France est difficile à réformer et qu'on risque plutôt d'assister, dans les années qui viennent, une sorte d'effondrement sur elle-même de la France, un peu comme c'est ce qui s'est passé pour l'Union soviétique, que ce pauvre Gorbatchev n'a jamais véritablement réussi à réformer. Et puis, il y a d'autres pays, même qui peuvent paraître comme ça, très à l'abri de tout, comme l'Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est un colosse économique. Mais c'est un colosse économique qui repose sur un pied d'argile, qui est le pied d'argile démographique. Et dans les 10 ans, 20 ans, bien des choses peuvent arriver en Allemagne également. Donc tous nos États européens sont à la merci d'une succession de crises, de difficultés, qui peuvent effectivement participer à la prise de conscience générale des Européens, et qui permettent alors à ceux qui, à ce moment-là, seront en position pour le faire, de tirer parti des circonstances. Voilà, comment je vois les choses, c'est difficile à examiner, peut-être à accepter, surtout quand on dit aux gens que ça y est, leur histoire est vraiment derrière eux, que nos belles nations qui ont connu de si belles heures de gloire aujourd'hui sont devenues de petits pays, de petits États à l'échelon mondial. Et puis, nous sommes de plus en plus dominés, submergés. Alors, risquons une analogie, et pensons à la Chine du 19e siècle, pensons à la révolution des boxeurs. Ces sociétés chinoises qui se sont organisées pour combattre l'étranger, celui qui était venu imposer des concessions, celui qui avait commencé à dépecer la Chine. Ce sont
des mouvements citoyens de l'époque, hein, ce sont des mouvements de partisans de l'époque. Et de ces mouvements est parti un mouvement général qui a fini par emporter toute une Chine qui pourtant était un empire, mais un empire morcelé, et ça a conduit à la révolution républicaine de 1911. C'est peut-être le genre de scénario qui pourrait se produire en Europe dans les prochaines années. Si encore, hein, il y a suffisamment d'Européens convaincus et volontaires. Le tout en attendant, c'est effectivement, je crois que c'est le mot d'ordre, hein, à suivre, et essayer de s'organiser au plan européen, au plan continental, dans la mesure du possible et avec les meilleures volontés possibles. Parfait.